Le bonsoir à tous. Donc ce soir, c'est un atelier qui vous est proposé, ce qui veut dire que il y a un partage. On va parler de ce soir l'adaptation. Alors, l'adaptation, je voudrais savoir ce que vous pensez au niveau comment, comment vous qualifierez un pouvoir d'adaptation réussi. Parce que l'objectif, c'est quand même d'acquérir ce pouvoir d'adaptation, d'avoir la capacité de s'adapter euh, pour réussir à une tâche commune. Alors, qu'en dites-vous? On va partir de ce principe-là. Quels sont les critères d'une adaptation réussie? Alors, ton micro est ouvert, tu veux parler? Oui, j'avais pensé peut-être à une reformulation. D'accord, ok. Là, ce soir, on va parler de l'adaptation, Oui. des limites de l'adaptation. S'il y a des limites, c'est que bah, il y a des choses qui ne sont pas adéquates. Mhm. Voilà. Et avant d'aller dans les choses inadéquates, on va postuler le fait quels sont les critères d'une adaptation adéquate et réussie selon chacun. Prendre en considération en fait le ressenti de soi et de l'autre, ses besoins et ses limites. Ok, c'est-à-dire que les ressentis sont bons, positifs, de part et d'autre. Bah, en tous les cas, ils ne doivent pas être jugés. C'est pas qu'ils sont bons, c'est qu'ils sont ce qu'ils sont et Oui, qu'en fait, il n'y a pas à remettre en question ce ressenti-là. oui, c'est le ressenti de chacun. Exactement, Tout à fait. Le ressenti de chacun, il n'y a que chacun qui est capable de dire ça, c'est un ressenti positif, ça, c'est un ressenti négatif. tout à Ok. fait. Donc, est-ce que vous seriez d'accord avec ce concept qu'une adaptation réussie, c'est lorsque le ressenti de chacun est serein. Hmm, Ça vous intéressant. conviendrait? Oui? Bah, Sérénité. il est pas toujours à chaud. Mais c'est pour ça qu'on va discuter ce soir. Ouais. On va toujours partir du positif quand même, hein, à la base. Hein? Tout à Voilà. fait. Trop bien. Ok. Je suis Merci. vigilante pour savoir s'il y a des accueils. Voilà. Non, il n'y a pas de nouveaux messages. Impeccable. Ok. Donc, ça veut dire qu'une adaptation euh, non réussie, il y a des ressentis qui sont pas sereins. Hein? On va partir comme ça. Voilà. Alors, le ressenti de l'autre, est-ce qu'on tient compte du ressenti de l'autre? Oui, non? Ah oui. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que quand on s'adapte et que l'autre a un ressenti négatif ou pas serein, on va dire ça, dans quelles circonstances ça me remet en cause? Je me pose quoi comme question à ce moment-là? Est-ce que mon ressenti est s'il est ma vérité, est-ce que c'est la réalité? Sachant que chacun a sa réalité. Ouais, c'est vrai. Peut très bien avoir un ressenti positif à faire ce qu'il faut et l'autre un ressenti négatif parce que ça lui fait un miroir très désagréable. Est-ce que pour autant je me mets en cause? Non. Mais effectivement, il y a un regard sur soi-même en disant, voilà, ça n'a pas eu l'objectif fixé, ben, je revois ma copie quand même. Ça vous va comme ça déjà? Ouais, On très part comme bien. ça? Oui? Mm. Ok. Donc, quand c'est le ressenti de l'autre et que moi j'ai un ressenti positif, ça me permet de dire, ah, c'est pas ce que attendait l'autre, je l'avais pas compris comme ça, je peux m'adapter
Voilà. Je suis en train de jongler avec la salle d'attente, mon nez et le discours. Là, c'est l'adaptation à plein. Oh, la vie, elle est incroyable. Euh, Là, j'arrive pas. Il y a quelqu'un dans la salle d'attente. Voilà, impeccable. On va y arriver. On va y arriver. Ok. Alors, ça veut dire que le plus important, quand même, c'est le mien de ressenti. C'est-à-dire quand l'autre a un ressenti un peu inadéquat, ça me permet un peu de revoir ma copie parce que j'ai pas forcément ou été à l'écoute du besoin ou voilà ou j'ai fait ce que j'avais à faire, mais l'autre l'a pas bien pris. Mais après, c'est son histoire, hein. Voilà. Euh, mais du coup, moi, quand j'ai un ressenti qui est pas serein, dans quel cadre je m'adapte et que j'ai un ressenti qui n'est pas serein? Je reformule. Oui, je veux bien. Très bien. Il y a une adaptation, je fais de bon cœur. Voilà. Le retour, quelque part, c'est pas ce que j'attendais si je suis pas serein. Et donc, s'il y a un retour, le problème, c'est le retour, c'est que j'attendais quelque chose. Premier cas de figure, j'attendais quelque chose, sans me l'avouer. Parce que des fois, on fait les choses de bon cœur, puis après, on est déçu. Oui, mais est-ce que tu attendais quelque chose? Et dans ces cas-là, il faut vraiment être honnête avec soi-même, aller dans son intériorité et se dire, OK, tu es déçu. Est-ce que tu as fait ça dans une attente? Est-ce que tu as fait ça dans une demande quelque chose, inconsciente? Parce que dans ces cas-là, c'est pas une adaptation, ça s'appelle une négociation, s'il y a une attente. Vous me dites hein, si ça va. Ça vous va? Ouais. Là, je vais vous partager une image de la représentation du pouvoir de l'adaptation, le pouvoir de s'ajuster dans le Raja Yoga, dans les plusieurs pouvoirs. C'est représenté comme l'eau qui part des montagnes, donc, et qui avance dans la terre et qui tournoie, en fait, jusqu'à aller se déverser dans l'océan, par exemple. Une attente, c'est quand je fais un barrage, c'est-à-dire que je veux que l'eau aille ailleurs. Je peux très bien avoir fait un barrage là, par exemple, si vous voyez ma petite souris là, hop, je fais un barrage là, l'eau se contourne, ok, je suis contente, ça a été là où je veux. Je fais un deuxième barrage, l'eau était jusqu'où je veux, où je veux. Mais à un moment donné, à force de faire des barrages comme ça, d'aller dans l'attente, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'eau? Eh bien, ça déborde. Mm. C'est-à-dire que quand je suis dans l'attente de quelque chose, à un moment donné, je peux très bien un retour positif, parce que j'ai ce que j'ai attendu, mais à force de faire ça, à un moment donné, j'aurai un retour négatif, je n'ai pas ce que j'ai attendu. Est-ce que ça vous semble logique ce que je suis en train de vous raconter? Donc en fait, j'essaye de comprendre, hein. Oui, Ça voudrait dire que l'attente, donc c'est des barrages, et donc ça veut dire que l'eau s'accumule, donc ça veut dire que si elle s'accumule de trop et que ça déborde, ça veut dire qu'il y a des frustrations. exactement. C'est-à-dire que l'autre qui reçoit cette adaptation Oui, comprend inconsciemment qu'il y a une attente, me la renvoie, mais à un moment donné, il n'est pas obligé de répondre à mon attente. Et à un moment donné, j'ai dit, bah non, en fait. ouais. Et la peine que je reçois me permet d'aller voir que se passe-t-il. Première question, est-ce que j'attendais quelque chose en fonction de la peine? Moi, par exemple,
J'ai mon collègue, euh, pendant qu'il est aux vacances, moi je lui fais son travail, je l'avance. Voilà. Moi je suis en vacances, il fait rien. Ça s'appelle une négociation. Tu fais ton travail inversement, on s'entraide. Mais les choses sont dites, c'est pas une adaptation. Ouais. Il faut être clair avec soi-même, quoi. J'ai fait ça en attente d'avoir un retour. Mais si les choses sont pas clairement dites, ben, le collègue, bon, il est bien gentil, mais il n'a pas envie de faire mon travail, hein. Ça vous est déjà arrivé, ce cas de figure? D'avoir adapté quelque chose, inconsciemment, il y avait une attente. Et vous avez été déçu parce que vous n'avez pas eu le retour. Ouais. Ça peut être un merci, ça peut être une reconnaissance. OK? Premier cas de figure, l'attente. Il peut y avoir aussi une peine, ça peut toucher une croyance. C'est-à-dire, généralement, dans ces trucs-là, je raconte un peu ma vie, hein, parce que c'est les exemples, là, je suis désolée, hein. En plus, elle saigne du nez, en plus, oh, ça s'arrête, et tant mieux. Et en plus, elle raconte sa vie, mais c'est pas grave. C'est des cas concrets, en fait, hein, voilà. Il y a moins d'un an, j'ai perdu ma mère, et avec mes frères, on s'entend pas trop. Et je me suis dit, dans ma tête, dans ma croyance, au moins pendant le temps de l'enterrement, faisons semblant de nous entendre, par respect de la mère qui est partie. C'est une croyance. Donc, je me suis adaptée avec cette croyance à aider les uns les autres, dans l'attente que les autres aient ces mêmes croyances. Mais nous, en fait, ça n'a pas marché. Ça s'appelle des transferts de croyances. Ce que je crois fondamentalement vrai, sans trop y réfléchir, je suis persuadée que c'est comme une vérité collective et les autres vont voir pareil. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? De s'adapter parce que pour vous, c'est votre fondamental, on s'entraide, voilà. Et en face, eh ben non, c'est pas le même fondamental du tout. Totalement. Là, on était en attente d'avoir la même croyance de part et d'autre. Il y a une attente, mais c'est une autre attente. C'est au niveau d'un transfert de croyance. Ça me semble tellement logique que c'est pas possible que quelqu'un pense autrement quelque part. Faut juste accepter que bah, l'erreur que j'ai faite, c'est de croire que tout le monde croit comme moi. Que ce fondamental, c'est un fondamental. Et ben non, c'était pas un fondamental pour chacun. Donc ça, c'est le deuxième possibilité. Vous m'arrêtez, hein, sinon, hein, moi j'avance, hein. Mhm. Vous avez des questions, tout ça? Je fais attention au chat pour savoir s'il y a des nouveaux messages. Non, il n'y a pas de nouveaux messages, a priori. Impeccable. Euh, ok, tu peux fermer ta caméra, Michel, parce que du coup, comme c'est enregistré, voilà, c'est gentil. On va voir si c'est enregistré, on verra. Euh, et du coup, le troisième cas de figure, qui est un petit peu plus complexe, parce que du coup, ça n'a rien à voir avec la personne, c'est lorsque la peine me renvoie à mes mémoires émotionnelles. Par exemple, j'aide quelqu'un, la personne, au lieu de me remercier, elle me traite de tous les noms. Non, mais mettez-vous de ce qui vous regarde, ça vous concerne pas, si j'ai des embrouilles, voilà. Ça me rappelle des scènes où je me suis fait disputer étant plus jeune, etc., etc. Donc le troisième cas de figure, c'est vraiment lorsque ça n'a rien à voir avec la personne, ça n'a rien à voir avec la situation, c'est juste des mémoires émotionnelles qui remontent.
Ça vous est déjà arrivé aussi, ça? Oui. À qui ça n'arrive pas? L'interrupteur émotionnel. Parce que, en fait, dans nos mémoires, on garde la scène. Hop, voilà, Daniel arrive. La scène est gardée tant que l'émotion qui va avec est gardée. C'est l'émotion qui va avec qui maintient la scène dans la mémoire. Ça, et dès que la scène a été désactivée de son émotion, ah bah, ça passe aux oubliettes. Donc ça, c'est vraiment euh, les trois cas de figure essentiels, à moins que vous en ayez d'autres, d'une peine, d'un dérangement suite à euh, une démarche d'entraide et d'adaptabilité pour lequel ça n'a pas marché. Il y a un retour, ça me fait un miroir. Soit j'étais en attente de quelque chose, je regarde, soit j'étais dans une transfert de croyance, parce que je croyais que bah, tout le monde pensait la même chose, la façon de faire ou de fonctionnement. Soit c'est un interrupteur émotionnel parce que ça n'a rien à voir avec la situation ni l'auteur de la situation. C'est juste un rappel d'une mémoire passée. Voilà. Ça veut dire que lorsque je tente de m'adapter et que ça ne marche pas, c'est un miroir extraordinaire pour aller regarder ce qui se passe à l'intérieur avec une grande honnêteté. Et du coup, c'est comme si que la vie m'envoyait un miroir. Je m'adapte pour faire plaisir, mais trop plaisir jusqu'à m'oublier. Je m'adapte en croyant que c'est ça qu'on doit faire. Donc j'impose ma croyance. Et ben, j'ai le retour. C'est-à-dire que j'ai été dans le trop. Comment fait-on pour aller déjà dans un juste milieu? Imaginez, alors maintenant qu'on a un peu le décodage, imaginez la scène, là je m'adapte, ça marche pas. Qu'est-ce que je fais en premier? Je râle, j'accuse ou j'arrête de m'adapter? Je réagis. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus adapter. Ça veut dire qu'il faut revoir sa façon de faire. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et du coup, euh, la nature, elle nous donne beaucoup d'instructions, souvent. Regardez cet arbre. Au printemps, elle donne des fleurs, l'arbre donne des fleurs, donne son ombre. En été, l'arbre donne ses fruits, n'arrête pas de donner et n'arrête pas de s'adapter. S'adapte à la tempête, s'adapte au cutter. Voilà, Gertrude aime Gérard. Petit coup de cutter dans le tronc. S'adapte à tout, alors qu'il ne peut pas fuir. Il est obligé de s'adapter. Sauf qu'à un moment donné, il y a l'automne. L'automne, il perd ses feuilles. Donc là, il donne plus parce que voilà, il va dans sa introversion, c'est-à-dire voilà, on va dans un processus d'introversion. Et l'hiver, il se passe rien à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur dans les racines? L'arbre va dans la, toute l'attention va dans les racines pour aller en profondeur dans la terre. Et plus les racines sont profondes, plus l'adaptation aux tempêtes sera efficace. Plus l'arbre ira très en profondeur dans les racines, plus il sera stable face au vent, face à la pluie, face
au temps, à l'adaptation au temps. Et vous avez remarqué que le temps de l'été, le temps du printemps, le temps de l'automne, le temps de l'hiver, c'est le même. Ça veut dire que lorsque je ressens une peine et que je me suis adaptée avec le cœur, déjà, il faut lâcher la peine, c'est l'automne. Voilà. Je mets de la distance avec la peine en disant, OK, j'ai quelque chose à comprendre. Pour être observateur de ce qui se passe et non impliqué émotionnellement. Tant que l'émotion est là, je ne pourrais pas aller comprendre ce qui se passe. Et je ne pourrais pas me poser des bonnes questions. Comment vous faites, vous, pour vous retirer de la peine? Prendre de la distance. C'est l'automne, ou le moment où l'arbre perd ses feuilles. Il se retire, comme s'il se retirait de ce monde. Comment vous faites, vous, personnellement, à chacun, pour prendre de la distance par rapport à cette peine? Me reconnecter à mes émotions. Oui, mais sans les vivre, sans être dedans. Oui, c'est À ça. l'écoute. Prendre de la distance et être dans une espèce de métaconscience, Oui, comme s'il y avait un observateur extérieur. mhm, tout à fait, Et puis, j'avoue, demander aussi de l'aide à mes guides et à la source. complètement. Cet état de prendre de la distance est très important. Pensez à l'arbre avant l'hiver, il perd ses feuilles. Voilà, il lâche. On lâche. Bon, ce qui s'est passé, c'est pas grave. On peut très bien se dire, OK, j'ai fait de mon mieux, ça n'a pas réussi. La peine est une information. C'est comme si que la vie avait quelque chose à me dire. Une attente, une fausse croyance, un faux fonctionnement, une interruption, interrupteur émotionnel de mon passé. Il y a quelque chose à comprendre et à apprendre sur moi. C'est pas de la faute de l'autre, l'autre il joue son rôle, hein. Donc première étape, est-ce que quelqu'un d'autre veut partager sur sa méthode pour déposer les feuilles de l'automne? Voilà, tout déposer. On peut aller se promener, on peut écouter de la musique. En fait, il faut que mes pensées, que je mette mes pensées ailleurs sur un autre sujet. En fait, quand j'ai de la peine, ça tourne en boucle parce que je nourris la pensée qui nourrit l'émotionnel et cette peine. Oui, il n'aurait pas dû faire ça. Il y a tout un dialogue intérieur, une auto-argumentation intérieure qui alimente cette peine parce que l'énergie de la pensée est sur cette peine. Alors déjà, j'arrête la pensée qui nourrit la peine. Voilà, je vais aller courir, je fais un dessin, je fais quelque chose qui me plaît pour me déconnecter. Après qu'une fois que je me suis déconnectée, c'est-à-dire qu'après que l'arbre est tombé toutes ses feuilles, c'est l'hiver. Donc je vais m'intérioriser intérieurement pour aller comprendre ce qui se passe. Là, on peut parler à ses guides, on peut aller, voilà, on a ses outils. Et se poser surtout des bonnes questions. Est-ce que j'attendais quelque chose? Est-ce que cet élan d'adaptation était dû à une croyance? Daniel nous dit, je revois la même scène où j'ai une peine profonde et j'ai réagi autrement. Oui, il y a un écho avec une autre scène. Et dans ces cas-là, cette autre scène, je l'observe. C'est très important d'être observateur.
On est dans notre laboratoire intérieur comme un laborantin et on observe. Et du coup, on observe la scène de mon passé qui s'est réveillée. Euh, en fait, ça, c'est vraiment un travail de transformation du soi extraordinaire. Cette peine, suite à à l'adaptation non réussie, devient quelque chose de positif parce que devient un support de transformation du soi. Et du coup, là, on va aller euh, dans les fonctionnements intérieurs. Mais avant d'aller dans les fonctionnements intérieurs, il faut être prêt, stable, pour observer tout ça sans que l'émotionnel ressurgisse de nouveau. Comment fait-on pour de nouveau être prêt, stable? Comment fait-on comme l'arbre en hiver pour approfondir nos racines du soi? La méditation, Plus la cohérence cardiaque, Comment? de la méditation, de la cohérence cardiaque. Mhm. Alors pour moi, la cohérence cardiaque, c'est un outil primordial pour calmer les pensées. Ça donne une information au cerveau que nous ne sommes plus dans un état de stress. Mm. Ok. Pour moi, la cohérence cardiaque réactive le système parasympathique. Oui, absolument. Et c'est un outil pour calmer le jeu. Parce que quand on est dans la pensée multiple, là, quand on est assez stressé, assez voilà, le cerveau, il se dit, oh, il y a un danger, attention, si on stresse, attention, on va envoyer ce qu'il faut pour être en hypervigilance. Oui, mais en même temps, on ne peut pas être en hypervigilance pendant 1 heure, 2 heures, c'est hyper fatigant. Mm. Voilà, la cohérence cardiaque, effectivement, est un outil très important pour donner l'information au cerveau que c'est bon, tout est en ordre, tout est calmé, voilà. Et pour moi, bon, visiblement, tu pratiques la cohérence cardiaque, Oui. mais pour moi, la cohérence cardiaque la plus simple, c'est d'avoir un temps d'expire 2 fois plus long que le temps de inspire. Mm. Ouais, absolument. C'est le plus simple en cohérence cardiaque. C'est pas réellement de la cohérence cardiaque d'ailleurs, mais c'est le plus simple. Voilà, j'inspire pendant 3 temps et j'expire pendant 6 temps. Mm. Rien que ça, on envoie au cerveau l'information, tout va bien, ça se gère. Ouais. Et c'est pour ça que le chant fait beaucoup de bien, parce que le chant, on fait ça, on inspire vite et on expire le temps du chant. Et c'est que la cohérence cardiaque, chanter. Ça, c'est un outil pour calmer le jeu. Mm. Mais après, l'outil pour aller en profondeur, euh, développer nos racines du soi en profondeur dans le sol, comme l'arbre le fait pour éviter de tomber à la prochaine tempête. Comment je fais pour aller en profondeur dans mes racines? Quels sont vos outils? La méditation. La méditation, oui. Alors, cette forme de méditation marche d'autant plus que c'est sur les qualités de l'âme. La paix, l'amour, les pouvoirs, la vérité, la sérénité. Tous ces thèmes-là, ça, ça calme et ça nourrit l'être. On devient un peu plus nourri et plus stable. Et on a besoin de ce temps-là pour restabiliser le soi et sentir le moment où on est en capacité d'aller observer ce qui se passe, sans que ça se réveille, sans les jugements, sans, sans culpabilité, sans tout ça qui nous empêche d'avancer. Oh, t'as vu, t'as pas encore bien fait, il attendait ça, ta. Non, 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 c'est une information.
Et j'aime bien cet exemple de saison parce que l'hiver est Ouais. aussi long que l'été. On a besoin de ce temps pour soi, d'aller en profondeur de la nourriture intérieure. Parce que l'arbre, il n'est pas tout le temps en train de donner les fruits, l'ombre et tout ça. Il est pas tout, il donne à un moment donné et après il va se recharger. Moi, le problème, c'est que si j'arrête pas de donner, je donne quoi si je suis pas chargée? Je suis forcément après en attente de quelque chose. Mm. C'est pas neutre. Je peux pas dire que je donne avec le cœur gratuitement parce que je suis pas assez chargée pour ça. Si par exemple je suis en manque d'affectif, de reconnaissance, d'amour, de ce qui est logique dans notre monde actuel, parce qu'on n'a pas appris à se repositionner, je vais aider les autres dans le but qu'ils me disent merci, que de devenir une personne importante à leurs yeux, de devenir voilà, de mettre presque la personne sous ma dépendance parce que c'est moi qui l'aide. Il faut être très honnête avec soi-même avec ça. Et cette introversion, ce moment où je vais en moi pour comprendre ce qui se passe et observer, me permet d'observer ça et être juste. Est-ce que ça vous semble jouable, faisable? Ouais. Très important d'avoir autant de temps pour soi, autant de temps que je donne aux autres. L'art de l'équilibre. Et si quelque chose arrive, c'est pas grave, c'est une information, tout va bien. Alors, dans les cours du Raja Yoga, on va un petit peu plus en profondeur dans ce qu'on appelle les sanskars ou les empreintes. Comment fait-on pour aller précisément neutraliser ces empreintes? Pour comprendre, mettre du sens. Tout ce processus, c'est de mettre du sens dans mon parcours. Parce que dans mon passé, il y a des choses ont été très mal gérées, évidemment, parce que je ne peux pas savoir tout faire. Et il y a des émotions qui y sont associées. C'est des bombes prêtes à être dégoupiller. Parce que dès que je rencontre une situation identique, bon, ça revient. Alors à un moment donné, il faut dégoupiller toutes les bombes du passé, tranquillement, petit à petit. Et alors, petit à petit, je pourrai acquérir cette capacité de m'adapter sans rien attendre. C'est une grande liberté, ça. C'est juste un cadeau du cœur. Chacun, on accepte que chacun joue son rôle. Voilà. Et ça, c'est possible d'aller jusqu'à là, petit à petit, en nettoyant, en neutralisant toutes mes petites bombes potentielles de mon passé. Est-ce que ça vous semble faisable? Ça demande beaucoup, beaucoup de travail et je pense qu'on est en chemin toute sa vie pour Ah, dégoupiller toutes les complètement, bombes du passé. complètement. Cette scène, c'est pas pour rien que j'ai saigné du nez pendant 1 heure juste avant la truc, hein. C'est pas pour rien. La scène, elle est pas pour rien, hein. Mm, mm. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va faire la session quand même parce qu'on va pas, je vais pas annuler la session, là, ça va décevoir les personnes. Je ferai ça, ma session, avec un petit mouchoir dans le nez. C'est pas grave, hein? Voilà. On est au-delà de l'image que l'on donne. Ça sera pas enregistré, c'est pas grave. Au-delà de toute attente.
Et tout est bien. Le principal, c'est d'avoir eu cet échange. Et on se pose la question, c'est quoi le principal? C'est d'avoir cet échange riche entre nous. L'image, on s'en fout. Voilà, hein. Enregistré ou pas, on s'en fout. Je sais pas. On va voir si c'est enregistré ou pas, j'en sais pas. On va voir. Dans ces cas-là, on se pose vraiment la question, c'est quoi le plus important? Quand j'ai réussi à identifier une attente, on se dit, mais c'est quoi le plus important? Et quand j'ai réussi à identifier une attente, ben, cette attente, je le nourris moi-même. Si je suis en attente de reconnaissance, c'est que moi, je ne me suis pas reconnue. Ce sont des micro-informations, petit à petit, qui vont m'autoriser à aller en profondeur dans les racines du soi. Pensez à cet arbre. Plus les racines sont profondes, plus il est stable. Est-ce que mes racines, moi, on s'en Daniel, l'image, on s'en fout pas. C'est chouette de te voir. Merci, Daniel. Vous avez de la chance, hein, il n'y a pas de mouchoir dans le nez, là. Et, voilà. Et c'est effectivement, les racines de l'arbre, elles ne vont pas pousser de ça à ça petit à petit. Hein, comme tu dis, c'est petit à petit. Mais on avance. Et quelque part, on peut avancer vite, hein. Le tout, c'est d'avancer. Le tout, c'est de d'accueillir ce qui se passe. J'accueille, c'est une information. Est-ce que j'étais en attente de quelque chose? Est-ce que l'autre n'a pas répondu à une croyance ou un fonctionnement que je trouvais tellement primordial que je croyais que c'était universel? Est-ce que ça a réveillé une mémoire? Déjà, ces trois questions intéressantes. Rien qu'avec ces trois questions, on a des pistes intéressantes, hein. Souhaiteriez-vous aller un peu plus loin? Alors, les limites de l'adaptation, c'est quand ça ne marche pas et que j'avance, je le fais quand même, je le fais quand même. J'ai quelque chose à me prouver, en fait. La limite, c'est l'adaptation qui ne marche pas ou qui rend pas serein le soi. L'autre, il fait ce qu'il veut, hein, mais soi, je suis pas sereine avec ça. Donc rien que ça, c'est ma limite. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de s'adapter, mais il faut s'adapter avec une grande honnêteté. Souhaitez-vous partager autre chose? Oui, Oui. on peut aussi peut-être, même si il est important de faire confiance à son ressenti corporel, celui-là n'est pas toujours une réalité. C'est ma vérité, mais pas la réalité. Est-ce que dans les limites de l'adaptation et le fait de se dire que c'est ce qui ne me rend pas sereine, est-ce que là, il n'y aurait pas une possibilité d'expandre sa zone de confort? Oui, parce que du coup, qu'est-ce qui m'empêche d'aller dans la zone de confort? C'est la croyance que le confort est plus confortable que l'inconfort. C'est ça. Mais dans ces cas-là, je suis claire avec ma zone de confort, hein, et ma zone d'inconfort. Et à ce moment-là, Mhm. je suis prêt à aller au-delà parce que j'ai un intérêt à aller au-delà de cette zone de confort. Ok. Quand l'intérêt est plus fort d'aller au-delà que de rester dans sa zone de confort, ça marche. Mais du coup, je dois être aussi honnête avec moi-même. Ouais.
Il y a un intérêt, c'est-à-dire transformer les choses, avancer, voilà, aller se dépasser spirituellement, c'est un intérêt très intéressant. Hmm. Parce que moi, je sais que j'ai toujours eu un parcours. Moi, j'ai souvent vu qu'on a un fil rouge, en fait, dans notre parcours de vie, un fil rouge karmique qui nous fait travailler toujours sur le même thème, qui est presque la raison de notre incarnation. Euh, Moi, je sais que c'est faire face à l'autoritarisme. Hmm. Et du coup, la vie m'a envoyé plein d'événements pour faire face à l'autoritarisme. Alors, je peux très bien m'adapter en disant, oh ben lui, il est et lui ou elle est autoritaire. Bon, je m'adapte, je laisse faire, chacun sa cour et tout et tout. Mais à un moment donné, je me dis, mais tu as le droit de dire des choses. Et là, c'est réveiller le droit de dire des choses. Voilà. Et la possibilité de dire, voilà, tu m'as dit ça parce que tu m'as envoyé un truc cinglant, mais il y a quoi derrière? Et du coup, j'ai dû téléphoner à ce genre de personnes, dépasser ma zone de confort en disant, bon, laisse tomber, voilà, voilà. Mais à un moment donné, j'en avais marre de laisser tomber. Je sentais que je devais aller plus loin. Donc j'ai téléphoné à la personne en disant, ben, tu as été réactive, tu m'as dit ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Avec ce but de vouloir dépasser cette zone de confort, de rester caché. Ouais. Et voilà, je fais face à quelqu'un d'autoritaire. Ça avait du sens à ce moment-là. Et la personne m'a dit, bah, il y a ça, ça, ça. Ok, bah, je lui ai répondu, bah, c'est faux parce qu'il y a ça, ça, ça. Et la personne me dit, mais moi je communique comme ça, je suis réactive. Et c'était tellement, euh, mon intérêt pour me transformer était tellement clair dans ma tête que je lui ai répondu, bah, tu recommences, sache que je te téléphonerai à chaque fois. C'est pour ça que c'est très, très intéressant de poser les choses clairement. Quelle est mon intention? Mon intention est de dépasser ma zone de confort pour dépasser ça qui m'embête de fort longtemps. Ok, on y va. Mais là, j'y vais. Ouais. Et on a besoin de temps intérieurement pour poser les choses. On a besoin de temps pour comprendre. On a besoin de temps pour se ressentir plus fort intérieurement. On a besoin de temps pour soi, pour sentir une stabilité, une sérénité qui n'est pas dépendante d'autrui ni de l'extérieur. Et là, c'est possible. Alors, on peut parler à la source pour lui en parler, à ses guides. Chacun fait comme il, voilà, comme c'est efficace. Il y a d'autres partages? Eh ben, super. J'espère que ça vous a plu. On a bien avancé. Mm. Je vais vous proposer une méditation issue d'une matinale méditative Mm. euh, qui se nomme alors, être observateur et acteur, un espace de sécurité. C'est vraiment d'actualité, hein? Est-ce que ce sera possible dans le chat simplement de pouvoir mettre le lien pour qu'on puisse le Oui, je vais la réécouter réécouter. si besoin? Euh, oui, là, parce que moi, je l'ai en MP4 parce que c'est comme c'est moi Ah, qui l'ai fait, c'est plus facile. Mais je d'accord. vais, pendant la méditation, je vais la réécouter. Je vais la chercher. Ah, merci beaucoup. D'accord, ok? Allez, c'est parti. J'éteins.
Lorsque je me trouve dans une situation plus ou moins complexe, dans un milieu bruyant, une relation envahissante, j'ai un besoin imminent de m'isoler, de me préserver. Je peux alors, dès que possible, m'éloigner du lieu ou de l'espace de la relation et d'aller me promener dans la nature, prendre l'air comme on dit. Ce moment seul que je me donne est alors bénéfique car je me crée un espace de mise en sécurité. Lorsque je traverse ces mêmes situations qui donnent un sentiment d'être envahi dans mes pensées, c'est un brouhaha intérieur. Il est alors plus difficile de m'en extraire. En effet, même si je m'isole dans la nature, ces pensées, ces émotions sont toujours là. Il est alors plus délicat de se préserver, de se sécuriser. La méditation de cette matinale propose un accompagnement à ce besoin de s'éloigner de ces pensées polluantes et de retrouver ces mêmes pensées calmes et ce même état émotionnel stable que lorsque je suis en simple promenade dans ma nature intérieure. Je pose mes pensées dans cette intention de me préserver. Personne ne peut le faire à ma place. C'est un acte de respect de soi, car rien de bénéfique ne sera élaboré dans ce brouhaha intérieur. Cette intention d'être à l'écoute de son besoin de calme est la base de ce cheminement. Car si une pensée polluante revient, une réponse sera automatisée dans mes pensées. J'ai besoin de paix, de calme. Je veux rester dans mon espace de paix. C'est ma nature profonde. Je me fais ce cadeau d'un espace intérieur de douce quiétude, afin de reprendre mon souffle, de reprendre de la sérénité intérieure. Et au bon moment, je pourrai accueillir les situations à traverser. Ce n'est pas être dans la fuite ou le déni, mais ajourner le faire face. Ajourner la prise de décision à un moment plus propice, plus efficace. Cette paix que je retrouve facilement lorsque je suis dans la nature, cette même paix est ma nature. Ce sentiment est facilement présent car cette paix résonne en moi. Je suis un être d'énergie, une énergie de sérénité. J'invoque ce sentiment paisible de la nature, des arbres, des fleurs, de l'eau. Et comme un miroir, j'amplifie ce sentiment dans mon être. Ma respiration s'emplit de paix. Mes pensées prennent les couleurs de la sérénité. Mes pensées sont en miroir
depuis mon monde intérieur et ce que je visualise de la nature. Cette paix est ma nature, un sentiment vrai, inné. Plus mes pensées se posent dans ces sentiments de calme, plus mon espace intérieur devient un lieu d'énergie, de sécurité, un chez-moi vibratoire, en sécurité. Tout mon être redevient harmonie, stable. Je prends ce temps jusqu'à ressentir une douce force intérieure, car moi, l'être d'énergie, je me recharge de douceur, de sérénité, comme une chaleur. C'est la reconnaissance de l'être d'énergie, de paix que je suis. En même temps que je me recharge de douceur, de paix, j'observe les sentiments intérieurs, un doux bien-être. J'observe mes ressentis. Je suis en phase avec ma nature de paix, de bienveillance. Je garde cette capacité de vivre, de ressentir cette expérience et d'en observer les effets sur moi. Un calme, une stabilité, un bien-être. Afin de prolonger cet état de douce quiétude, je peux orienter mes pensées vers mon guide de paix, une source infinie de bien-être, avec laquelle je vais pouvoir observer, ressentir plus de stabilité. Ainsi j'acquiers peu à peu cette capacité d'être dans le ressenti et dans le même temps d'observer ce ressenti. Je prends conscience de cette capacité de mise en distance et j'en comprends et ressens le processus. Au moment souhaité, je peux revenir face aux situations en gardant cette capacité d'être acteur du ressenti, de l'action et observateur, comme un espace de sécurité, de paix que je pose entre moi et les situations. Je reste sur le bord de la berge, observateur. J'accueille les situations devant moi. Je suis dans l'intention de garder la clarté de mes pensées. Dès que le brouhaha tente de revenir, je respire profondément et je reviens sur cette observation. Je reviens
dans mon espace de paix, être acteur et observateur. C'est se garantir d'un espace de paix, d'un espace de sécurité. J'accueille. Et le premier cadeau que m'apportent ces situations est de ressentir, puis de revenir dans cet espace de pensée de paix, dans cet espace de ma nature naturelle d'apaisement, où je suis observateur de ce que je vis et acteur des situations. C'est une mise en distance nécessaire, sereine, pour agir en toute quiétude et dans un sentiment de sécurité et d'apaisement. Très belle journée à vous. Alors, j'ai pas forcément trouvé, je vais le chercher sur mon ordinateur. Être observateur, un espace de sécurité. Vous me donnez 3 secondes, je vais regarder sur l'ordi si je trouve ça. Mardi, mardi. Euh, En fait, je ne la trouve pas. Elle doit exister parce qu'il y en a beaucoup. Cette méditation s'appelle Être observateur et acteur, un espace de sécurité. Euh, en fait, vous pouvez me retrouver. Moi, je m'appelle Marie-Jeanne. Vous pouvez me retrouver sur le site. Je suis responsable du centre de Chantilly. J'ai mon numéro de téléphone. Et si Ok, vous super. avez vraiment ce lien, vous me laissez un message et je vous l'envoie le temps de le chercher. Bah, Bon, merci beaucoup, ça vraiment. vous convient? Ouais, c'est parfait. Ben voilà, on s'adapte, hein, tout va bien. Merci pour ces partages et prenez bien soin de vous et de chacun. Au revoir. Merci beaucoup, Om Shanti. Shanti. Merci, Om Shanti. Merci, merci.